65 millions de francs CFA, c'est la valeur du don en vivres de l'ONG Taoufik à la population de Saï et aux forces de défense et de sécurité. Le patronat nigérien était en conseil national ce matin, à l'issue duquel un nouveau conseil d'administration sera mis en place. Nous sommes samedi 21 janvier 2017. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Édition que nous débutons avec cette brève nouvelle attaque de Boko Haram dans la région de Difa, précisément à Guesquerou à l'est. C'est une position de force de défense et de sécurité qui a été ciblée. Le bilan provisoire fait état de 2 morts et 11 blessés dans le rang des FDS. Aucun civil n'a été touché selon un habitant de Guesquerou joint au téléphone par Labari ce samedi. L'attaque a eu lieu aux environs de 2 heures dans la nuit de vendredi à samedi. Je le disais en titre, cérémonie de remise de dons d'une valeur de plus de 105 millions de francs CFA à la population de Saï et aux forces de défense et de sécurité par l'association de bienfaisance Taoufika. Le compte rendu de Hariata Salah et Nasser Sedou. L'association de bienfaisance Taoufik dans ses œuvres humanitaires. En effet, ce matin, la population de Saï, la police nationale et la Ligue mondiale ont reçu de cette association un important don d'une valeur de plus de 65 millions de francs CFA, composé de matériels médicaux, de cartons de chaussures pour la police nationale et de produits divers. De l'association de bienfaisance Taoufik, cette association, elle a l'habitude de donner à la population de Saï, généralement lors des ruptures de jeunes. On a l'habitude de donner des dons au nom aux écoles primaires, des machines à coudre à la mairie, rien que pour ne citer que tout. Donc cette fois-ci, nous revenons pour donner, comme vous voyez, des chaussures. Ça, c'est généralement pour les gardes de sécurité, pour les gardes des agents de sécurité. C'est pour ça que nous avons prévu 60 cartons de chaussures pour la police nationale, estimé à environ 9 600 000. Et les chaussures de sécurité, nous avons prévu aussi à Saï. Donc ça, c'est 30 cartons, 35 cartons plutôt, estimé à 5 millions. Et 5 600 000, oui. Il y a des matériels médicaux. Comme vous voyez, c'est des lits d'hospitalisation ou des lits de réanimation. Ça, nous allons remettre à Saï et un peu à la Ligue mondiale islamique. Nous avons aussi des réfrigérateurs pour conservation de ça. Au nom de la population bénéficiaire, le maire et le député de la commune urbaine de Saï ont tous remercié l'association de bienfaisance Taoufik pour ce geste combien louable. C'est l'occasion donc de remercier vivement les donateurs et leur rassurer que ce matériel sera utilisé à bon escient. Remercier les généraux donateurs vraiment pour ce cadeau inestimable qui a été fait à la population de Saï. Bien entendu, avec les autorités communales, nous allons prendre l'engagement pour que la population à qui ce don est destiné puisse vraiment être bénéficiaire final et qu'au niveau de l'utilisation, que ce soit une utilisation qui soit judicieuse. Et comme l'a dit le responsable tout à l'heure, nos besoins sont variés. Aujourd'hui, on a du matériel médical, on a des bottes pour la sécurité. Hier, on avait d'autres dons qui étaient destinés à d'autres types de populations, mais c'est pour leur dire que nous avons des besoins qui sont immenses et qui sont aussi variés. Donc, ne vous fatiguez pas de nous apporter des dons. Nos populations en ont besoin, l'État à lui seul ne peut pas tout faire. Donc il est important que nous, en tant que responsables au niveau des départements de Saï, autorités coutumières, autorités administratives et autorités au niveau du Parlement, que nous puissions ensemble conjuguer nos efforts pour appuyer les actions qui sont faites par l'État de manière à ce que nous puissions mettre nos populations dans des conditions qui soient des conditions de vie minimales qui leur permettent d'être forts pour le travail pour lequel on destine ce pays tout entier.
Cette cérémonie de remise de dons s'est déroulée en présence du chef du canton de Saï, une façon de témoigner à l'association de bienfaisance Taufik toute la reconnaissance de la population de Saï. Ce genre de dons permettront d'aider l'État dans ses œuvres pour l'amélioration des conditions de santé et de sécurité de la population nigérienne. Le Conseil national du patronat nigérien a tenu ce matin son assemblée générale ordinaire dans la salle de réunion de l'hôtel Sahel de Niamey. Cette rencontre d'une journée permettra de mettre en place le nouveau conseil d'administration du patronat nigérien pour une durée de 3 ans. Le résumé avec Adam Soumana et Halidou Brema. Cette rencontre regroupant l'ensemble des membres du Conseil national du patronat nigérien s'est une obligation statutaire visant à faire l'évaluation du chemin parcouru afin de définir de nouvelles orientations pour le dit Conseil. Des assises à placer sous le thème contribution du secteur privé à la création d'emplois et à la croissance, au cours desquelles le président du Conseil d'administration du Conseil national du patronat nigérien n'a pas manqué de souligner le contexte dans lequel se tient cette rencontre et leur contribution en matière de création d'emplois. Notre assemblée générale se tient à un moment où la situation économique mondiale est très préoccupante, avec la chute des cours des matières premières et que les taux de croissance sont freinés par le ralentissement des grandes économies développées. Toutefois, l'espoir est permis car notre pays escompte un taux de croissance de plus de 6% en 2016. Mesdames, Messieurs, le secteur privé, qui est avant tout le socle de la création de richesses, a contribué à la réalisation de cette performance. Le secteur privé nigérien n'est pas resté dirigé en marge des efforts de développement de notre pays. Il a contribué à la création de plus de 30 000 emplois en 2015 et plus de 500 milliards de francs CFA versés à titre d'impôt. Le Conseil national du patronat du Niger a été créé pour être un interlocuteur incontournable des gouvernants, à l'instar des autres organisations patronales dans plusieurs pays. Son objectif fondamental est de représenter les intérêts des patrons, être dynamique et participatif dans la conception et la mise en œuvre des politiques de développement économique et social de notre pays. Au président du conseil d'administration du Conseil national du patronat nigérien d'émettre le vœu de voir les entreprises privées relever les défis qui sont les leurs, mais aussi et surtout de renforcer l'organisation patronale du Niger. Pour sa part, le représentant du ministère de l'Emploi a relevé l'importance du thème de la présente rencontre. L'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, joue avant tout un rôle éminemment social et de premier plan qui est celui de la création d'emplois. Ceci pour dire que la pertinence du thème de vos assises, à savoir contribution du secteur privé à la création d'emplois et à la croissance, n'est plus à démontrer. Je puis vous assurer de l'attention particulière que le gouvernement en général et le ministère de l'Emploi en particulier portent au déroulement de vos présentes assises, avec l'espoir que les délibérations auxquelles vous aboutirez contribueront non seulement à renforcer votre organisation, mais aussi contribueront de manière décisive à la dynamisation et à l'expansion du secteur privé nigérien. La journée durant, les participants auront à se pencher sur le rapport des activités et les états financiers du Conseil, ainsi que les demandes d'adhésion des nouveaux membres, pour finalement mettre en place le nouveau bureau qui aura en charge le fonctionnement du Conseil national du patronat nigérien 3 années du. Actualité oblige, la situation en Gambie continue de faire réagir l'opinion nationale et internationale. Au Niger, c'est la société civile qui s'indigne et appelle la CEDEAO à plus de responsabilités dans la gestion des crises en Afrique. Aboubakar Chaléré, il est acteur de la société civile. Quand vous regardez très bien la situation qui est en train de se passer en Gambie, on sent qu'il y a une politique politicienne. Et quand on parle de politique, c'est qu'il y a 2 dimensions. Il y a la dimension externe et la dimension souterraine, que beaucoup de gens ne comprennent pas. Nous avons eu la chance d'avoir évolué un peu dans la zone mandingue. Nous avons fait nos études un peu dans la zone, on connaît. Nous avons la sociologie un peu de la zone. Ce que les gens ne savent pas, le problème qu'il y a en Gambie, c'est un problème entre les Mandingues et les Peuls, Baro et Peuls,
Yaya Jammeh et Mandeng. Et c'est un problème qui est un peu éparpillé, qui est un peu au Sénégal, un peu également en Guinée, Conakry, chez Alpha Condé. Quand vous voyez en Guinée comment les élections se sont passées, ça se passe de tout commentaire. Comment pouvez-vous comprendre qu'on dise qu'on est venu à des élections, que la CENI a déclaré un candidat comme étant vainqueur? J'ai dit bien la CENI. Elle-même, cette CENI, revient sur ses propres résultats. Alors, est-ce que le candidat Jammeh n'a pas le droit de contester une élection, d'autant plus que la CENI elle-même s'était remise en cause à un moment donné de l'élection? Non, nonobstant toutes les voies de recours qui existent en droit, on fait fi de tout ça. On part, on amène les troupes de la CEDEAO, on amasse à la frontière gambienne, on veut annexer la Gambie. Cela démontre aisément mon propos qui n'est pas bon, mais malheureusement c'est la vérité, aussi triste que soit-elle. C'est un problème de Peul et de Mandenka. Macky Sall du Mali et du Sénégal est un Peul. Buhari du Nigeria est un Peul. Barrow, le nouveau élu, est Peul. Donc ils ont apporté leur soutien rapidement au Peul. Avec le soutien de la communauté internationale, on essaie d'annexer la Gambie. Avec les troupes de la CEDEAO, rapidement, on a mené des militaires avec des porte-avions. Et ces militaires se porte-avions, au moment où Boko Haram avait attaqué le Niger, le Mali et le Nigeria, on n'a jamais vu un tel engouement de la force militaire de la CEDEAO dans les pays attaqués par le Boko Haram. Mais curieusement, un pays où un président dit qu'il conteste les élections, sans attendre les arrêts, les voies de recours dont il dispose pour contester les élections, on dit non, il est élu, on le prend, on l'amène au Sénégal, on le fait élire. C'est extrêmement dangereux, le jeu de la CEDEAO, c'est un faux jeu. Et voyez-vous encore, l'épilogue de la crise a atteint son sommet. Yaya Jammeh a dit qu'il a décidé d'arrêter. Il a arrêté et dit qu'il va quitter le pouvoir. Grâce à qui? Grâce à l'appui de son frère, Alpha Condé, qui est Mandeng, qui est venu au secours de son frère Mandeng. Nommé journaliste africain de la diaspora de l'année par Diaspora Leadership Awards, notre compatriote Siddiq Abba a reçu son prix hier vendredi à Paris, en France, au cours d'une grande cérémonie. Joint au téléphone ce samedi, Siddiq Abba nous livre ses impressions. Écoutez, j'ai reçu le prix avec beaucoup de joie et beaucoup d'humilité. Je me suis exprimé à cette occasion devant un parterre d'invités prestigieux auquel j'ai invité toute ma joie et auquel j'ai expliqué la signification pour moi de ce prix qui est composé d'un diplôme de meilleur journaliste africain de la diaspora pour l'année 2016 et d'une coupe, d'une sorte de trophée. Il y a donc le diplôme et le trophée et j'ai expliqué que pour moi, ce prix était un signe d'encouragement à poursuivre dans la voie que j'ai choisie, c'est-à-dire celle de l'objectivité, de la rigueur, du traitement professionnel et non partisan de l'actualité africaine, qu'elle soit celle du Niger, du Tchad, de la Somalie ou de tout autre pays. Donc la cérémonie a été c'est très bien passée en présence que chacun d'entre nous, que chacun de lauréats, de nos familles, de nos proches, qui ont été associés à ce moment de réjouissance. C'est un prix qui honore toute l'Afrique, j'imagine. Oui, le jury a été amené à justifier pour quelle raison il a choisi le lauréat. Je ne suis pas le seul. Moi, j'ai été distingué dans la catégorie journalisme. Donc, il y a eu plusieurs distinctions et pour chaque lauréat, le jury a justifié le sens de sa décision. Pour moi, il a estimé que j'ai représenté les valeurs du journalisme et que j'exprimais à travers les grands médias ici en France le point de vue des Africains, leur appréciation de l'actualité nationale. Parce que, comme vous savez, je suis sollicité régulièrement pour intervenir sur France 24, sur télé, sur France Info, sur d'autres médias pour analyser l'actualité africaine et le jury a estimé que la façon dont je présentais le point de vue, défendait la façon dont je présentais l'actualité africaine, honorer le continent, honorer les professionnels africains et que
C'était la preuve qu'un journaliste africain peut avoir un parcours, peut avoir une distance ici où la concurrence est très serrée, puisqu'il n'y a pas moins de 30 000 personnes qui sont titulaires de la carte de presse. Pouvoir émerger dans ces conditions de concurrence et de culture et de juillet à estimer que je représente valablement le continent dans cet environnement très concurrentiel et je suis honoré. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, je dédie ce prix à l'ensemble des gens qui m'ont encadré, qui m'ont donné l'opportunité au Niger d'abord de devenir journaliste, avec lesquels j'ai travaillé au Niger et puis avec, je pense aussi au contraire, avec lesquels j'ai fait mon chemin ici jusqu'à arriver aujourd'hui à un niveau professionnel où je suis correspondant, où je suis collaborateur du journal Le Monde, qui est, comme vous savez, ce qu'il y a de plus prestigieux dans la presse écrite francophone au monde, pas en France seulement, au monde. Disport dans cette édition avec le début cet après-midi au terrain annexe du stade général Séni Kountché d'un tournoi de rugby à 7, une compétition organisée par la Fédération nigérienne de rugby pour jauger la forme de ses athlètes. Le point avec Adamou Soumana et Aboubakar Souley. Les clubs de rugby de la capitale, au nombre de 8, se retrouvent par le présent tournoi pour une mise en jambe des athlètes. Un tournoi qui intervient après l'ouverture de la saison au niveau de la Fédération nigérienne de rugby. Il s'agit d'un tournoi de rugby à 7 parce que l'année commence, la saison sportive commençait depuis septembre, donc nous avons repris les activités afin de maintenir la forme de nos joueurs en prélude au championnat national de rugby à 15 qui va se dérouler en février plaisadier. Afin de ne pas laisser les clubs à leur sort pendant tout ce temps, donc il faut les proposer quelque chose. C'est dans ce cadre-là que nous avons organisé ce tournoi qui va se poursuivre jusqu'au 28. Normalement, il doit y avoir 5 clubs. Donc, selon le tirage aujourd'hui, il y a 3 clubs qui doivent compétir. Et la semaine prochaine, on aura aussi 3 autres clubs et les 2 autres clubs qui étaient au repos, plus un club qui devrait jouer un mois. Donc on aura la fin des compétitions selon le calendrier. Au secrétaire général adjoint de la Fédération de rugby de revenir sur l'objectif visé à travers cette compétition. C'est juste un tournoi de mise en jambe. Donc on n'attend pas assez, c'est juste avoir les joueurs sur place, le corps médical et aussi assurer l'eau afin que tout se passe bien. Mais sachez que nous sommes à pied d'œuvre pour que pendant le championnat national, toutes les conditions soient réunies et que les clubs répondent parfaitement afin que en mai notre équipe nationale puisse participer à la Coupe d'Afrique qui a une nouvelle formule cette année et la remporter, Inch'Allah. Pour une mise en jambe des athlètes, c'en est une, car visiblement les joueurs de rugby de la capitale tiennent bon sur leurs jambes. Comme il l'avait promis avant son investiture, Donald Trump s'est mis au travail. Dès la prestation de serment effectuée, il a signé un décret s'attaquant à l'Obamacare. Si Donald Trump tient toutes ses promesses, cela risque d'être un mandat révolutionnaire dans les relations diplomatiques des États-Unis avec le reste du monde. Éclairage sur ce point avec Alexandre Andora, il est expert en géopolitique. Je le disais, comme il l'avait promis avant son investiture, Donald Trump s'est mis au travail. Dès la prestation de serment effectuée, il a signé un décret s'attaquant à l'Obamacare. Si Donald Trump tient toutes ses promesses, cela risque d'être un mandat révolutionnaire dans les relations diplomatiques des États-Unis avec le reste du monde. Éclairage sur ce point avec Alexandre Andora, il est expert en géopolitique. C'est une des grandes questions soulevées par Donald Trump, même s'il ne le fait pas de manière très, très fine et diplomatique, mais c'est son style. Alors c'est vrai qu'il a une vision très utilitariste, très comptable
de l'Alliance Atlantique. Après, il faut souligner que c'est pas forcément quelque chose de très nouveau, hein. C'est plus la façon dont il le fait, et en disant qu'en fait, pour lui, ce qui l'intéresse plus en Europe, c'est plus le Royaume-Uni après le Brexit, et que finalement, l'UE, c'est pas très utile aux Américains. Ça, c'est faux. C'est même pas très intelligent, parce que historiquement, l'UE la construction européenne a été fortement poussée par les Américains, qui ont vu ça au tout début et même récemment sous la présidence de Barack Obama comme quelque chose de positif, une sorte de démultiplicateur de puissance, parce que ça leur permettait d'exporter de la sécurité en dehors de l'Europe grâce à une Europe qui serait plus forte, plus capable de se défendre géopolitiquement. Alors voilà, Donald Trump fait semblant d'ignorer les Européens. Après, c'est aussi aux Européens de se rendre compte que c'est à eux de se prendre en main, à eux d'essayer d'être plus unis sur ces sujets. Peut-être que finalement Donald Trump sera un bon cadeau pour l'Union européenne et pour la défense européenne, que ce sera un wake-up call. Mais maintenant, je ne pense pas que l'alliance transatlantique ait vécu, et Donald Trump aura besoin des Européens. Toujours aux États-Unis et dans le même registre, elles sont très nombreuses à s'être rendues au rendez-vous de la marche de Washington. La manifestation contre les propos sexistes de Donald Trump pourrait rassembler jusqu'à 1,5 million de personnes dans la capitale fédérale, loin des 200 000 attendus au départ. Un coup dur pour Donald Trump au lendemain de son investiture. Au milieu de cette manifestation où je me trouve, où il y a un enthousiasme incroyable et un contraste incroyable avec ce qui s'est passé hier, effectivement, parce que hier c'était évidemment les supporters de Donald Trump qui étaient là. Je pense que c'est jamais vu dans l'histoire américaine qu'il y ait une marche de cette importance le lendemain de l'investiture d'un président, et c'est bien ce dont il s'agit ici pour tous les gens qui sont là, énormément de femmes, puisque évidemment c'est le thème de la manifestation, mais pas seulement, il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont venus manifester ici. Évidemment, c'est trop tôt pour donner une estimation en termes de nombre de personnes ici, mais là où je me trouve, on voit une marée humaine très impressionnante, et qui, comme ça, à vue de nez, j'allais dire, est au moins aussi importante que celle qui était ici hier pour Donald Trump. Donc effectivement, avant tout, ce que ça montre, c'est à quel point ce pays, les États-Unis, sont politiquement divisés, quand comme ça, un événement comme une investiture présidentielle qui est censée rassembler le pays, et bien au contraire le divise de manière aussi visible, aussi spectaculaire que c'est le cas avec ces deux journées l'une après l'autre. Ceux qui sont venus aujourd'hui sont là justement pour montrer qu'il faut résister, c'est souvent le mot qui est utilisé dès le début, et pour finalement montrer que Donald Trump est minoritaire dans le pays. C'est aussi souvent ce qu'ils nous disent ces gens. Donald Trump, dont on sait qu'il y a eu moins de votes populaires, par moins importance du vote populaire que Hillary Clinton, évidemment, et donc c'est cela dont il s'agit. Il s'agit de faire pression dès le début, de montrer que l'Amérique de Donald Trump n'est pas toute l'Amérique, et c'est des gens auxquels on parle là qui ont l'intention d'être mobilisés pendant ces 4 ans. On voit bien que la gauche américaine, le parti démocrate, a été sonné après la victoire de Donald Trump en novembre dernier, et là on a l'impression que avec cette marche, les gens auxquels on parle, on a parlé ce matin, revivent d'une certaine manière politiquement, retrouvent espoir et commencent à se remettre de cette défaite qui les a non seulement sonnés, mais surpris, avant tout, surpris qu'ils ont été de constater qu'il y avait toute une partie de l'Amérique, toute une partie du pays qui ne comprenait pas, littéralement, et c'est une sorte de processus de deuil, j'allais dire, qui s'est opéré, et donc on voit culminer avec cette marche aujourd'hui, des gens qui ont l'intention de travailler pour reconquérir leur pays. C'est le type de vocabulaire qui est employé ici. En Turquie, le Parlement a donné son feu vert à l'instauration d'un régime présidentiel. Il faut encore, pour que la réforme entre en vigueur, qu'elle passe par un référendum. Ça serait en printemps, mais le président Erdogan est en bonne voie pour obtenir un renforcement considérable de ses pouvoirs. Les explications en images avec nos confrères de France 24. Le vote a duré toute la nuit. Et c'est au petit matin que le Parlement turc a dit oui pour la 2e fois. 339 députés se sont prononcés pour la réforme constitutionnelle voulue par le président turc. 142, moins de la moitié, s'y sont opposés.
Aujourd'hui, nous avons accompli la tâche qui nous avait été donnée. C'est notre peuple qui aura le dernier mot, qui prononcera sa décision finale. La réforme porte sur 18 articles de la constitution turque. Elle vise à élargir les pouvoirs de Recep Tayyip Erdogan et à supprimer le poste de Premier ministre. À la place, c'est un vice-président qui serait nommé. Des changements nécessaires selon le parti au pouvoir AKP, mais qualifiés de dérive totalitaire par l'opposition. Si le peuple turc vote oui à la réforme, le président pourra nommer ou limoger ses ministres et vice-présidents. Il pourra aussi intervenir directement dans le fonctionnement de la justice. L'état de droit, la politique laïque, démocratique et républicaine, tout cela est éradiqué. Ils veulent plonger la Turquie dans une période d'instabilité, où il n'y aurait pas de séparation des pouvoirs, pas d'équilibre, pas de contrôle. De son côté, le gouvernement invoque l'insécurité qui secoue le pays, en particulier la lutte contre la rébellion kurde et les djihadistes de l'organisation État islamique. La semaine dernière, en première lecture, les députés en étaient venus aux mains. Le texte sera soumis à un référendum au printemps prochain. Si les Turcs valident la réforme, Erdogan pourrait être à la tête du pays jusqu'en 2029. 23 personnes sont toujours portées disparues après l'avalanche qui a englouti mercredi un hôtel en Italie. 4 survivants ont encore été sortis des décombres la nuit dernière. Un peu plus tôt, c'était 4 enfants qui étaient dégagés. Le reportage sur les dernières heures de secours avec toujours nos confrères de France 24. Ils sont les miraculés de la nuit. Une fillette et 2 jeunes garçons. 3 enfants délicatement extraits des décombres par les secours. Ils étaient piégés là depuis plus de 48 heures. Sur son brancard, l'un d'eux livre de précieuses indications. Comment ça va? Quel est ton nom? Eduardo. Tu as froid, Eduardo? Il y avait combien d'enfants avec toi? On était 3. Ok. Les autres étaient dans une autre pièce. On était là parce qu'on voulait jouer au billard. Vous étiez seuls tous les 3? Oui. Est-ce qu'il y avait des adultes dans la pièce? Il y avait juste la mère d'une autre fille. Avec ces informations, les secouristes le savent, il y a encore une chance, mais il faut faire vite. Pour progresser, ils évacuent d'importantes quantités de neige. De longues minutes s'écoulent et soudain, à nouveau, des survivants. 4 personnes, 2 hommes, 2 femmes sont extraites des ruines de l'hôtel. Sur place, les recherches vont se poursuivre plusieurs heures encore. Dans la nuit, les corps sans vie de 2 femmes ont également été retrouvés. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.